Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 juin 2025 et je veux faire avec vous un point sur la situation du conflit Iran-Israël, ou plus exactement Israël-Iran, qui attire l'attention évidemment de tous les pays du monde entier parce que, comme l'a dit récemment, j'en avais parlé, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, nous sommes à quelques millimètres de la catastrophe mondiale, d'une catastrophe nucléaire. Donc le moment est quand même assez grave. Alors je prends d'autant plus la parole que je voulais attendre ce qui se passerait la nuit dernière, de la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juin, puisque je vous rappelle qu'au début de la semaine, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis avait fait une espèce de ce qu'on appelle un teaser, c'est-à-dire pour une intrigue, pour attirer le chaland. Il avait dit que il allait y avoir une grosse surprise faite par Israël à l'Iran, justement dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 juin. Il avait même précisé que l'affaire des beepers, vous savez, c'est-à-dire ces beeps qui avaient explosé dans la main d'un certain nombre de représentants du Hezbollah au sud Liban et qui avaient fait de nombreux morts et qui avaient été programmés de nombreux mois, sinon d'années à l'avance, eh bien, il avait dit que finalement ça paraîtrait comme pratiquement quelque chose de presque anodin par rapport à ce qui se préparait. Alors, c'est dire si, évidemment, les interrogations étaient vives. Et par ailleurs, dans la journée d'hier, jeudi 19 après-midi, venant d'Iran, il y a eu une haute autorité iranienne, je ne me rappelle plus laquelle, qui a fait savoir que cette nuit sera une nuit comparable à nulle autre. Bon. Alors évidemment, toutes les spéculations allaient bon train. Certains imaginaient une pluie de bombes israéliennes sur l'Iran. D'autres imaginaient et même que l'Israël puisse utiliser une bombe nucléaire tactique tactique, c'est-à-dire avec un rayon d'action limité, par exemple sur un site enfoui pour les recherches en matière d'énergie nucléaire de l'Iran. D'autres encore évoquaient l'hypothèse, moi-même je l'avais dit, que les États-Unis, que Donald Trump pourrait donner son accord à ce que les États-Unis entrent dans la danse et bombardent cette fameuse bombe GBU-57, qui n'est pas une bombe nucléaire, mais qui est une bombe de très forte puissance et qui est capable, paraît-il, de détruire des bunkers très profondément enfouis. Voilà. Donc on s'attendait un petit peu à un feu d'artifice. Et bien en réalité, il s'est passé pas grand-chose. Voilà. On a appris par l'intermédiaire Israël a fait savoir qu'ils avaient bombardé, qu'ils avaient détruit, paraît-il, la moitié des pas de tir iraniens. Mais enfin bon, on a vu une ou deux photos, tout ça, ça fait partie de choses qui sont à confirmer. Et puis on a vu surtout de l'autre côté, enfin c'était la veille aussi, les Iraniens envoyaient des missiles hypersoniques qui sont allés frapper le cœur d'Israël. Et notamment, il y a eu un hôpital, mais aussi un centre de recherche, mais aussi des bâtiments comme l'ancienne ambassade des États-Unis qui se situe à Tel Aviv, qui a été transférée à Jérusalem. Donc il y a eu une nuit où il y a eu encore une fois des tirs de part et d'autre. Donc je voudrais faire le point avec vous, parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Comment on nous avait expliqué qu'il allait y avoir un truc énorme, et puis en fait, bon, je dis pas qu'il s'est rien passé, mais ça n'a pas été quelque chose d'historique, de décisif, quelque chose qui allait entraîner l'apocalypse nucléaire. Donc je voudrais voir avec vous un petit peu comment on peut interpréter les choses. Je voudrais interpréter les choses parce qu'il me semble que dans toute cette histoire, il y a un État. Il y a la plupart des États, on voit à peu près clairement ce qu'ils veulent, même si ce qu'ils veulent n'est pas forcément ce qu'ils disent. Et puis, il y a un État, en revanche, on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et cet État, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et donc, je vais y revenir à l'issue de ce petit tour d'horizon. Premier État, qu'est-ce que veut l'État d'Israël ? On a compris que l'État d'Israël veut que l'Iran soit définitivement, ou pour en tout cas des décennies, rabaissé. Et en fait, l'État d'Israël veut une domination régionale. Je note que les buts de guerre, vous savez, quand il y a un conflit, là, les partis en général ont des buts de guerre. Voilà. Par exemple, je l'ai souvent expliqué, Poutine, lorsqu'il a envahi le Donbass, le sud de l'Ukraine, il a très clairement précisé quels étaient les buts de guerre
de la Russie, même s'il n'a pas employé le mot de guerre, il avait des buts précis, qui étaient de rattacher l'ensemble du Donbass, alors non seulement la Crimée, mais les républiques de Luhansk, de Donetsk, de Zaporozhye et de Kherson, de rattacher tout ce Donbass, ce qu'on appelait la Novorossia sous la Grande Catherine, de rattacher ça à la Russie, pour que cessent les exactions commises par les Ukrainiens sur le régime de Zelensky contre les populations russophones de cette région. Et puis, deuxième but de guerre que Poutine a fixé, c'est de faire de l'Ukraine rémanente, de ce qui restera de l'Ukraine, un pays neutre et qui ne puisse pas entrer dans l'OTAN, qui ne puisse pas avoir des armes qui menacent la Russie. Et puis, troisième but de guerre, le fait aussi qu'il ne doit pas y avoir à Kiev un régime néo-nazi. Ben ça, ce sont les buts de guerre. Et notez que les gens, qu'on soit pour ou qu'on soit contre Poutine, il n'en a pas varié. C'était d'ailleurs la trame des négociations qui ont été proposées, je l'avais expliqué il n'y a pas très longtemps, à la partie ukrainienne. S'agissant d'Israël dans cette affaire, c'est quand même Israël qui a tiré le premier, on a l'impression d'un certain flou, en fait, dans les buts de guerre. Puisque dans un premier temps, il a été expliqué que c'était pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Alors, mon propos ici n'est pas d'examiner le bien fondé de cette réclamation. Je rappelle quand même que d'un côté, on a un État, l'État d'Israël, qui n'a pas signé ni ratifié le traité de non-prolifération nucléaire, qui posséderait entre 90 et 400 missiles et ogives nucléaires dans le désert du Negev, notamment, et qui refuse toutes les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui, par ailleurs, est en conflit avec tous ses voisins. Et voilà, c'est quand même un pays qui est en conflit, en fait, depuis 1948. De l'autre côté, vous avez l'Iran qui a signé le traité de non-prolifération nucléaire et l'a ratifié, accepte les visites de l'Agence pour l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui dépendent de la sphère onusienne, qui ont régulièrement lieu, et ne dispose pas de l'armement nucléaire. Et par ailleurs, n'a pas attaqué ses voisins depuis belle lurette. Il faut remonter à la guerre Iran-Irak pour avoir une guerre officielle entre l'Iran et un autre pays. Alors certainement, je sais bien que l'Iran subventionne tel ou tel Hezbollah au Liban, etc. Ça, c'est exact. Il fait des interventions par proxy, mais l'Iran n'intervient pas, parce qu'on pourrait aussi reprocher au Hamas d'avoir été financé par Israël. Hein. Bon, donc voilà un petit peu la situation. Alors, on a Israël qui nous explique que, malgré tout ça, malgré cette situation, c'est Israël qui possède des armes nucléaires en masse, qui refuse de signer, de ratifier le traité de non-prolifération, qui refuse l'inspection de l'AIEA, qui donne en fait des leçons à l'Iran, qui n'a rien de tout ça. Et qui se permet d'intervenir militairement. Alors que normalement, il y avait des négociations en cours. Il y a d'ailleurs le directeur général de l'AIEA qui suit toutes ces affaires. Il y a je signale, c'est quand même pas rien d'accepter les visites de l'AIEA. Je rappelle que le régime nord-coréen de Kim Jong-un, qui s'est doté d'armes nucléaires, n'a jamais accepté non plus les visites de l'AIEA. Je rappelle que l'AIEA, officiellement, cette agence onusienne, officiellement, a dit qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires en Iran. C'est pas moi, c'est pas l'Iran qui le dit, c'est l'AIEA. Je rappelle d'ailleurs que selon la CIA, ça a été dit par Madame Tulsi Gabbard elle-même, il n'y aurait pas d'armes nucléaires en Iran. Même si Trump ensuite a désavoué cette personne. Alors, face à ça, on a le narratif de Netanyahou qui dit que l'Iran va se doter très, très, très bientôt, dans les semaines qui viennent. Maintenant, au moment où je parle, on parle de dans 15 jours, l'Iran aurait une arme nucléaire, c'est vraiment... c'est quand même un peu se moquer du monde, parce que tout le monde sait, il suffit de voir ce qui se passe avec la Corée du Nord, que pour mettre au point un armement nucléaire, ça prend des années, en fait. La Corée du Nord a fait des tirs, des essais, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc l'idée que ça va être dans 15 jours est quand même une idée un peu saugrenue. Par ailleurs, j'ai fait circuler une vidéo qui a été faite pas par moi d'ailleurs, qui montre que depuis 30 ans, Netanyahou explique que dans les 15 jours ou dans les 6 mois qui suivent, Israël va se doter de l'armement nucléaire. If not stopped,
Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Donc depuis 30 ans, on est quand même légitime à se poser des questions. Comment se fait-il que ces alarmes systématiques depuis 30 ans se sont révélées fausses? En plus de ça, tout le monde a quand même à l'esprit de nombreuses suppositions comme ça qui ont mené à des désastres. Je rappelle quand même que la guerre du Golfe a été lancée sur le motif que l'Irak avait des armes de destruction massive. D'ailleurs, Netanyahou lui-même était allé, je crois, au Congrès américain pour le dire que l'Irak avait des armes de destruction massive, qu'il fallait intervenir en Irak. Vous vous rappelez que Dominique de Villepin était allé à l'ONU pour dire que d'après les renseignements français, ça n'était pas exact. Tout ceci, mis à part le fait que le régime de Saddam Hussein était une dictature, bien entendu. De toute façon, il n'y a que des dictatures à peu près dans la région. Mais en réalité, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et vous vous rappelez qu'il y avait eu le secrétaire d'État américain qui s'appelait Colin Powell, qui avait agité une fiole à l'ONU en disant que c'était le bacille de l'anthrax que Saddam Hussein avait préparé pour faire une guerre bactériologique. Alors les gens tremblaient parce que si d'aventure il avait laissé tomber la fiole et qu'elle s'était cassée sur le bureau du Conseil de sécurité, il y aurait eu à peu près, 2 millions de morts dans un rayon de 20 km autour de New York. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais enfin, c'est un truc épouvantable, le bacille de l'anthrax. Bon, en fait, c'était pas vrai. Et c'est Colin Powell lui-même qui l'avait reconnu 6 mois après en disant, en fait, c'était pas vrai. Donc, en fait, les seuls qui avaient des armes de destruction massive, en fait, dans la région, c'était les États-Unis d'Amérique et Israël. Et accessoirement, le Pakistan. C'est quand même les États-Unis parce qu'ils ont entreposé dans des sous-marins dans le Golfe arabo-persique, qu'ils ont des armes nucléaires. Donc, on a quand même, il y a quand même une partie de l'opinion publique qui n'a pas une cervelle de moineau, qui se rappelle quand même le nombre de fois où on nous a expliqué qu'il allait y avoir une catastrophe épouvantable, et puis une fois qu'il y avait eu une intervention militaire, on se rendait compte que ça n'était pas vrai. Alors, ceci a un point important, c'est que cet objectif d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, d'ailleurs, pose au passage un problème de fond que beaucoup de gens ont à l'esprit. D'abord, il y a un problème matériel. Il y a des gens qui font remarquer que si l'Iran avait l'arme nucléaire, il faudrait qu'il vise sacrément bien pour ne pas assassiner, enfin tuer en même temps que les habitants d'Israël, les habitants de Cisjordanie, c'est-à-dire les Palestiniens. Parce que le territoire, la profondeur stratégique d'Israël est tellement faible, on parle en quelques dizaines de kilomètres, qu'il faudrait utiliser des bombes nucléaires extrêmement... avec un très très petit rayon d'action et être certain de la cible pour ne pas aller tuer des centaines de milliers de personnes qui sont censées être les gens que vous protégez. Il y a d'autres personnes qui font valoir, et je vais y revenir tout à l'heure, qu'actuellement... les missiles hypersoniques à changement de trajectoire brutaux qui déjouent en fait le dôme de fer qui protège Israël sont en train de faire des dégâts sur Israël et qu'à la limite, s'ils en ont des milliers, des milliers, des milliers, il n'y a plus besoin d'avoir des armes nucléaires. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui se sont posé la question à travers le monde et on sent que ça passe... Il y a quand même un petit problème, quoi. Les gens se disent, mais finalement, pourquoi l'État d'Israël pourrait-il avoir une bombe nucléaire et pas l'Iran ? Alors je sais bien qu'il y a des gens en France qui disent « Oui, mais vous vous rendez compte ce que vous dites, c'est une dictature effroyable. » Ça, je vais y revenir dans une seconde. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le monde arabo-musulman ou en Iran, il y a des gens qui se disent il faut nous protéger d'Israël qui a la bombe atomique. Enfin, il faut quand même le comprendre. Hein. Que dirait-on pas si l'Iran avait une bombe nucléaire et qu'Israël n'en avait pas ? Donc là-dessus, ces évolutions ont fait que cette thématique a un petit peu du mal à prendre et on a l'impression qu'Israël a voulu changer son but de guerre, ou plus exactement l'élargir,
puisque comme c'est une propagande qui passe pas très très bien quand même en définitive, parce que beaucoup de gens à travers le monde, il n'y a pas qu'en Occident, il n'y a pas qu'en France. Nous on a, moi je regarde ici l'ensemble des réactions au niveau planétaire, il y a énormément de pays du monde qui se disent mais enfin en vertu de quoi il y aurait un État qui se permettrait d'avoir des bombes nucléaires et d'interdire aux autres de l'avoir. Et en vertu de quoi qu'il y ait un peuple et un pays qui respecte l'AIEA, qui signe le traité de non-prolifération. Vous avez d'ailleurs vu que l'Iran a menacé de dénoncer le traité de non-prolifération nucléaire. Donc il y a des gens qui se disent mais en vertu de quoi tout ça? Voilà. Alors donc la propagande pro-israélienne a changé de pied légèrement, mais de façon sensible, en accent ça maintenant sur le régime iranien. C'est ce que c'est la théorie du régime change venu des États-Unis. C'est-à-dire que on a fait passer un petit peu légèrement en arrière-plan l'affaire nucléaire pour se focaliser sur ce que certains commentateurs de presse appellent la dictature effroyable des mollahs. Et donc il s'agirait de tuer, alors ça c'est extraordinaire parce que vous avez des chefs d'État, Netanyahou qui est le Premier ministre israélien qui avait dit que l'objectif était de tuer le chef de l'État iranien, le guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, c'est quand même le chef d'État. Donc on a quand même un État qui se permet de dire que son objectif est de tuer le chef d'État d'un autre pays. C'est quand même très rare que vous avez des chefs d'État qui se permettent de dire que leur objectif c'est de tuer le chef d'un autre État. On l'a vu, effectivement, il y a Zelensky, c'est un petit peu le même genre finalement que Netanyahou. Zelensky qui a dit que son objectif c'était de tuer Poutine. Mais c'est rare. Enfin, moi, je connais pas beaucoup d'autres cas dans le monde où il y a ça. Et donc, Trump, voulant apparaître magnanime, a dit que l'objectif, c'était pas de tuer tout de suite Ali Khamenei, de tuer le... Mais enfin, on a vu se développer un discours sur le régime change, en présentant, donc, encore une fois, la dictature des mollahs comme quelque chose d'effroyable, d'épouvantable. Je ne suis pas là pour dire que le régime de la République islamique d'Iran est un truc absolument formidable. Mais je voudrais quand même aussi faire tirer l'attention de mes compatriotes sur la propagande de guerre. La propagande de guerre fonctionne toujours sur les mêmes trucs, c'est de présenter toujours l'ennemi d'un seul coup comme barbe bleue, comme une horreur. Voilà. À chaque fois, c'est la même chose. C'était le cas en 1914 quand on disait quasiment que les Allemands, les Boches, mangeaient des enfants. Enfin, c'était ça. Hein. Nos aïeux, ils avaient compris que ça s'appelait le bourrage de crâne. On appelait ça à l'époque. Et donc, on a eu la même chose lors de la première guerre du Golfe. Il y avait eu, paraît-il, Saddam Hussein avait envoyé la soldatesse, que vous vous rappelez, au Koweït et avait été entré dans une maternité. Ils avaient pris des bébés qui étaient, paraît-il, dans des couveuses. On nous avait même donné le nombre. Il y avait quelque chose comme 350 bébés dans des couveuses qui avaient été transpercés par des baïonnettes. Enfin, c'était un truc. Mais à l'époque, ça avait fait... En fait, tout était faux. C'était totalement inventé. Ça n'avait absolument pas existé. Voilà. Donc, il s'agit de rendre toujours l'autre absolument épouvantable. Donc, actuellement, il y a un effort là-dessus en expliquant c'est une dictature effroyable. Et je voudrais quand même rappeler, quand même pas avoir là aussi une mémoire de poisson rouge, je voudrais quand même rappeler que ce qui se passait dans les années 50... j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, mais le peuple iranien, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Aryens. Iran, Arien, c'est la même racine. Donc c'est un peuple, le peuple persan, c'est la Perse. Donc les Iraniens ont développé, c'est une très ancienne culture, ça remonte à Persépolis, ça remonte à Darius, enfin ça remonte à la Grèce antique. On a affaire à une des plus grandes civilisations du monde, on a affaire à des gens les plus la civilisation parmi la plus raffinée du monde. Tout le monde sait, dans le landerneau diplomatique, que la diplomatie persane est une des diplomaties les plus subtiles qui soient, des diplomates chevronnés, une véritable réflexion. C'est d'ailleurs aux confins de l'Iran et de ce qui est actuellement l'Inde qu'a été inventé le jeu du chaturanga, qui est l'ancêtre du jeu d'échecs. C'est vraiment de cette région du monde que ça vient. On a donc affaire à des gens qui sont très subtils. Les Iraniens est très intelligents en matière de diplomatie. Il faut surtout pas les prendre pour des imbéciles. Ça, c'est vraiment... Et les prendre pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas réfléchi 10 coups à l'avance. C'est vraiment important parce qu'il y a actuellement, j'en parlerai tout à l'heure, une méconnaissance en Occident des autres peuples du monde qui finit par se considérer comme le roi du monde et considérer comme tout le monde comme des imbéciles. C'est alors sous-estimer
ses adversaires, a toujours été, à toute époque, le plus sûr moyen d'aller à la défaite. Toujours. Donc, revenons à ce que je disais. Il y a maintenant l'idée du régime change. Alors, il se trouve que les spécialistes de l'Iran, pas ceux qu'on voit sur les plateaux de télévision, qui sont invités, bien entendu, qui se trompent toujours sur tout, puisqu'eux, ils sont là pour raconter le narratif américano-israélien. Voilà, donc c'est autre chose. Mais si vous voulez avoir la réalité, la vérité, eh bien, tout le monde sait que la population iranienne a subi le joug des États-Unis d'Amérique, disons entre 1953 et 1979. Je rappelle que donc c'est un très grand pays qui avait une dynastie qui était d'ailleurs c'était une dynastie qui était proche de la France, la dynastie des Kadja. Je rappelle qu'il y avait eu des liens entre la France de Louis XIV et l'Iran avec le voyage de M. Chardin en Perse, etc. Je rappelle que tous les médecins personnels des Shahs d'Iran étaient des Français. Et puis il y a eu une nouvelle dynastie au XXe siècle, la dynastie des Pahlavis, qui n'a eu que 2 représentants. Le fondateur Mohamed Pahlavi, qui a fondé la dynastie, puis son fils Mohamed Reza Shah Pahlavi, qui a été renversé en 1979. Mais entre-temps, il y avait eu notamment des déboires. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'Iran ici, mais il y avait eu notamment en 1953 un Premier ministre resté célèbre qui s'appelait Mossadegh, qui avait une politique nationaliste, patriotique, et qui avait voulu nationaliser justement tout le pétrole et au détriment des États-Unis. Et les États-Unis avaient donc organisé en fait la chute de Mossadegh par une révolution, on n'appelait pas ça encore des révolutions de couleur, pour imposer en fait un régime à leurs bottes. Et le deuxième shah de la dynastie des Pahlavis, Mohamed Reza Shah Pahlavi, en fait était devenu le larbin des États-Unis. Alors il avait effectivement, il avait développé son pays, notamment après 1973, grâce au quadruplement du prix du pétrole après la guerre de Kippour. Donc il avait eu des rentrées d'argent considérables. Et puis il avait la bienveillance de l'Occident, et notamment des États-Unis d'Amérique. Pour maintenir son pouvoir, c'était pas évident parce que l'Iran est certes un pays musulman, mais ce serait là aussi une erreur que de penser que c'est comparable à l'Arabie saoudite, puisqu'il y a une fraction non négligeable du peuple iranien qui est areligieux, voire athée. L'Iran, c'est un pays qui, comme je l'ai dit, a une très longue civilisation. Vous trouvez des poètes iraniens qui chantent, même si c'est un pays musulman, qui chantent l'alcool, par exemple, dans leurs poèmes. Et il y a pas mal d'Iraniens qui, en secret, boivent de l'alcool, voire même mangent du saucisson de porc. Parce qu'en Iran, il y a eu, notamment après la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une partie de l'électorat iranien qui est agnostique, voire athée. Il y a eu un fort parti communiste qui s'appelait le parti Toudé, une forte extrême gauche en Iran. Et puis il y a eu des gens qui ont été très occidentalisés aussi. Vous avez des photos d'à Téhéran dans les années 70. Le Shah d'Iran avait occidentalisé à marche forcée son pays, en singeant en fait les us et coutumes de l'Occident et des États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors tout ça a fini par mal se passer parce que pour maintenir son pouvoir, le Shah d'Iran avait développé une police politique qui s'appelait la Sava, qui est restée dans les mémoires comme étant terrible, qui avait des exactions, il y avait des morts sans arrêt. Enfin, c'était une terreur, le régime du Shah d'Iran, même si la façade extérieure était sympathique, notamment puisqu'il s'était marié avec Faradiba en deuxième noces, qui était une étudiante de la bourgeoisie de Téhéran, qui faisait ses études à la Sorbonne dans les années 60. Et qui était une femme sympathique, qui est d'ailleurs toujours en vie, et qui partage sa vie entre New York et Paris, je crois. Alors, lorsque les choses ont commencé à aller un petit peu plus mal, et c'était sous la présidence Carter en 1979, il y avait donc un ayatollah, enfin c'était l'imam Ruhollah Khomeini, qui avait été chassé par le Shah d'Iran, et qui entretenait une opposition islamiste à son régime, mais qui était une opposition qui avait un peu de retentissement, mais pas tellement. Il avait été chassé, il était venu se réfugier en France, dans les Yvelines, dans le petit village de Naufle-le-Château. D'ailleurs, je crois savoir que l'ambassade de France à Téhéran, la rue où se trouve l'ambassade, ça s'appelle la rue Naufle-le-Château, puisque les autorités iraniennes ont eu la courtoisie de changer le nom de la rue pour l'appeler du nom de ce village où a vécu l'ayatollah Khomeini pendant des années,
en France sous Giscard et qui faisait à l'époque, il enregistrait des cassettes qui étaient envoyées sous le manteau et qui circulaient dans l'Iran. Alors la France est quand même bien placée pour savoir que en 1979, quand tout s'est effondré, le régime iranien a été balayé contre les États-Unis. Et c'est une vraie révolution. Il n'y a pas eu derrière des puissances. Les Russes ont peut-être un peu soufflé sur les braises, c'est possible. Mais fondamentalement, c'est une vraie révolution populaire qui s'est déroulée contre la puissance dominante qui était les États-Unis d'Amérique. C'était des manifestations absolument monstres qui ont fait que le régime du Shah d'Iran s'est effondré. Et lorsque l'ayatollah Khomeini, après la chute du Shah d'Iran, il y a eu plusieurs mois qui se sont déroulés parce qu'il y a eu la volonté d'avoir une espèce de régime libéral qui ne romprait pas avec les Américains, puisque les Américains étaient aux abois. Et ils ont comme d'habitude lâché leur domestique, le Shah d'Iran. Ils ont même refusé de le recevoir aux États-Unis. Donc le Shah d'Iran a fait des voyages comme ça erratiques. Il a été reçu en Égypte, et puis après ça, il s'est réfugié au Panama. Enfin, c'était lui et sa famille étaient devenus des pestiférés mondiaux en quelques jours. Hein. C'était vraiment comment les États-Unis laissent tomber quelqu'un. Il y a eu la tentative d'avoir un Premier ministre qui s'appelait Chapour Bakhtiar, qui essayait de garder un pays qui échapperait aux musulmans. Mais en fait, regardez ces images d'époque quand on voit l'ayatollah Khomeini qui arrive, d'ailleurs par un avion d'Air France, et qui arrive, ce sont des foules entières. On peut dire que dans les débuts de la République islamique, il y a eu une énorme partie de la population qui, en fait, voulait chasser l'influence américaine. C'était il y a 40 ans, jour pour jour. Après plus de 14 ans d'exil, l'ayatollah Khomeini quitte la France et retourne au pays. Une foule immense envahit les rues de la capitale iranienne. Majid garde un souvenir très précis de ce jour de liesse populaire. J'étais à Téhéran. Les rues étaient bondées de l'aéroport jusqu'au cimetière de Behesht et Sarah. La foule attendait son arrivée. Le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, venait de quitter le pays après des mois de soulèvement populaire. Les partisans de l'ayatollah Khomeini célèbrent l'arrivée du père de la révolution islamique et l'épilogue de 25 siècles de monarchie. Il est le seul à avoir osé s'ériger contre le régime pahlavi, soutenu par l'impérialisme américain. Pendant son exil en France, les discours qu'il enregistrait sur les cassettes nous remontaient le moral. La France, où l'ancien dignitaire chiite avait trouvé refuge pendant quelques mois dans cette commune à quelques kilomètres de Paris. Nofle-le-Château, barricadé alors par une armada de gendarmes, ce qui suscite la curiosité des habitants. Pourquoi avoir sanctuarisé complètement Nofle pour cet homme dont on ne comprenait pas tout à fait le sens à l'époque, même si on savait que cet homme se battait contre le Shah d'Iran. Le fondateur de la République islamique repose aujourd'hui près du cimetière Behesht Sarah, la même où il s'est rendu dès son retour pour son premier grand discours. 30 ans après sa mort, sa monumentale sépulture reste un lieu de pèlerinage qui accueille chaque année des millions d'Iraniens. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire, il y a une communauté juive en Iran, qui est l'une des communautés les plus importantes finalement dans les pays arabes de la région, ou dans les pays arabes, ou musulmans plus exactement, parce que l'Iran n'est pas arabe, donc qui a décliné parce que le gouvernement israélien a voulu leur faire leur alia, c'est-à-dire qu'ils viennent faire leur immigration en Israël. Mais la communauté juive iranienne dans les années 70, par là, représentait quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, avait soutenu d'ailleurs cette révolution. Alors, aujourd'hui, bien sûr, les choses ont évolué. Alors, j'essaie de lire des documents objectifs. Il semble que le gouvernement au pouvoir soit plutôt minoritaire dans le pays, que le régime des mollahs, comme on dit, c'est une formule un petit peu polémique, que le régime des mollahs, c'est une théocratie, que le régime des mollahs recueillerait, s'il y avait des élections libres, peut-être quelque chose comme 30 ou 35% des suffrages. Voilà. Donc minoritaire. Minoritaire, mais pas 2%. Il y a quand même encore un soutien significatif d'une partie de la population. On n'est pas comme le régime Macron qui est soutenu par 10 ou 12% de la population, ou 15%. Là, on a sans doute le double. Mais il y a une forte opposition, notamment chez les jeunes, qui ont envie un peu de secouer le cocotier comme c'est bien naturel. Donc voilà un petit peu la situation.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas parce que vous avez un régime qui est minoritaire, en fait, que en cas de guerre, les gens vont se précipiter sur l'assaillant pour lui dire merci de nous sauver. Ça ne marche pas comme ça. La même chose se produit d'ailleurs un peu en Israël, puisque avant le 7 octobre, avant la guerre contre Gaza, avant la guerre actuelle, Netanyahou était devenu complètement minoritaire. Il avait d'ailleurs des affaires sur le dos, des affaires de corruption, de détournement de fonds, des problèmes avec la Cour suprême, qui faisaient que les observateurs pensaient qu'il allait chuter. Et les événements, en fait, là en cours, lui ont redonné. Et actuellement, vous avez quand même, j'ai vu des sondages, 80% de la population juive israélienne qui soutient en fait l'attaque contre l'Iran. Donc il y a un phénomène d'union nationale. Donc la même chose se produirait en Iran. Les gens qui pensent qu'il suffirait de tuer l'ayatollah Khamenei, qui a succédé à l'ayatollah Khomeini, qui a donc été le fondateur de la République islamique. L'ayatollah Khamenei, lui, c'est 1989, je crois, quand il lui a succédé. C'est toujours le même depuis lors. C'est le guide suprême de la Révolution. C'est un vieux monsieur. Mais si il décédait, le Conseil suprême de la République islamique, on choisirait un successeur. Et il n'y aurait pas contrairement à ce que certains anticipent, ce ne serait pas d'un seul coup une libération générale. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui même où je parle que ce qu'on appelle les Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution, maintenant détiennent le pouvoir effectif de mener la guerre et d'assurer la suite. C'est-à-dire que, comme les Iraniens prévoient le coup d'après, je vous l'ai dit, c'est encore une fois dans cette région, le nord-ouest de l'Inde et l'Iran, c'est dans cette région qu'est apparu le jeu d'échecs, l'ancêtre du jeu d'échecs. Le guide suprême de la Révolution a dévolu son pouvoir récemment, c'était hier, je crois, ou aujourd'hui, justement au Pasdaran, de telle sorte que s'il lui arrivait malheur, c'est-à-dire s'il était tué, eh bien, il y aurait une totale continuité, puisque c'est plus lui maintenant qui est à la tête de la chaîne de commandement en matière militaire. Ce qui renforce le régime, ce qui le rend d'ailleurs moins prévisible, peut-être plus opaque, etc. Bon. Ça, c'est la deuxième thématique qui a été celle utilisée par Israël. Donc, une fois, il y a d'abord la dénucléarisation, enfin, empêcher l'Iran d'avoir une bombe nucléaire. Deuxièmement, changement de régime. Je rappelle par ailleurs que les changements de régime opérés par les États-Unis, ça a été partout une catastrophe. Tout le temps et partout. Parce que dans tous les pays du monde, quand on fait un changement de régime, quand l'occupant impose un changement de régime, ça passe pas. Voilà. Que ça passerait encore moins évidemment, en Iran. Donc il faut vraiment se retirer ça. Et les meilleurs experts de l'Iran disent que pour qu'il y ait vraiment un changement de régime en Iran, il faudrait sans doute qu'il y ait une invasion terrestre. Voilà. Et que l'armée américaine arrive là-dessus, avec évidemment un risque énorme d'enlisement, comme c'est arrivé aux États-Unis partout. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un changement comme ça, mais on en verrait la suite dans les mois, les années suivantes, parce qu'il y aurait probablement une rébellion entière d'une grande partie des Iraniens contre les Américains. Encore une fois, je rappelle que les Iraniens, certes, il y a une partie significative de la population qui regrette ce régime, qui n'est pas à tendre, qui utilise la peine de mort. Elle est assez facilement utilisée. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 800 exécutions l'année dernière. Donc c'est quand même un pays qui utilise la peine de mort de façon assez industrielle. D'ailleurs, j'ai regardé les statistiques. Plus de la moitié des peines de mort qui sont opérées en Iran concernent essentiellement le trafic de drogue. Ça, c'est très très important. Finalement, c'est la même chose qu'à Singapour, en Indonésie. Donc il ne faut pas non plus se tromper. Il y a une partie, mais qui est très minoritaire, qui concerne les opposants politiques, ou bien, pour des questions de mœurs, les homosexuels. Mais on a un peu tendance à monter ça en épingle. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, mais on a un petit peu tendance à monter ça en épingle, alors que la grosse partie des personnes condamnées à mort et exécutées en Iran, c'est essentiellement pour des faits de droit commun, des assassinats, ou bien du trafic de drogue. Bon. Tout ça, évidemment, ce sont des mœurs qui ne sont pas les nôtres. Le tchador, l'imposition du voile, c'est comme ça. Mais encore une fois, et sans vouloir insister trop, ce ne sont pas nos affaires. Et par ailleurs, les indignations des Occidentaux à l'égard de ça, je vois tel ou tel, un journaliste qui dit c'est une dictature effroyable, mais pourquoi il ne nous parle pas de l'Arabie saoudite ?
Parce que le sort des femmes en Iran est autrement préférable à celui de l'Arabie Saoudite. Alors là, toutes les femmes sont non seulement elles ont un tchador plus ou moins élégant, mais elles doivent porter une tunique et l'abaya, etc. Parfois avec le visage entièrement voilé. Elles sont, même si Mohammed Ben Salman, le nouveau dirigeant saoudien, a essayé d'améliorer un petit peu le sort de la femme saoudienne, tout le monde sait que c'est quand même un des pays du monde les plus retardés sur l'évolution de la condition féminine. Idem, encore plus en Afghanistan, dont les Américains ont été chassés après avoir envahi le pays. Donc tous ces précédents, soit l'Arabie Saoudite, on n'en parle pas parce que c'est un pays qui est tenu à bout de bras par les États-Unis d'Amérique. L'Afghanistan, on n'en parle pas non plus parce que c'est un pays où étaient présents les Américains. Ils ont été obligés d'en partir parce qu'ils étaient en plein enlisement. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qui va se passer avec l'Iran. D'autant plus que l'Iran, c'est quand même une puissance non seulement historique, mais c'est une puissance géographique. C'est 1 million, c'est à peu près 3 fois la superficie de la France, hein, de mémoire. C'est-à-dire quelque chose d'autre comme 1 700 000 kilomètres carrés, ce qui est quand même pas rien. Et puis, c'est également 85 millions d'habitants. Et si vous y ajoutez le Pakistan voisin, qui lui, alors c'est pas non plus des Arabes, ce sont des Pakistanais, c'est des gens issus du sous-continent indien, mais eux ils sont des musulmans sunnites et eux ils possèdent l'armement nucléaire et eux ils possèdent des missiles Shahin 3 qui ont 2700 km de portée et qui peuvent aller aussi envoyer, ils peuvent envoyer d'ores et déjà des bombes nucléaires sur Israël, dont on ne parle pas. Parce que par ailleurs, le Pakistan a été très longtemps l'ami des États-Unis d'Amérique. Mais je signale que si vous ajoutez les 85 millions d'habitants de l'Iran avec les 250 millions d'habitants ou 80 millions d'habitants de l'Iran et les 250 millions d'habitants du Pakistan, vous avez 340 millions, c'est-à-dire très exactement, enfin c'est 255 millions et 80, c'est la population des États-Unis d'Amérique. Voilà. Iran et Pakistan, c'est la population des États-Unis d'Amérique. Il faut quand même avoir un peu les ordres de grandeur à l'esprit. Bon. Alors, c'est pour ça que dire qu'on va renverser le régime, enfin, ça serait de la folie furieuse, en fait. Parce qu'on peut être sûr, même s'il y a des Iraniens qui veulent secouer le voile, si j'ose dire, des Iraniennes qui voudraient vivre à l'occidental, ne vous trompez surtout pas. Les Iraniens, dans leur grande majorité, n'ont pas envie de suivre l'américanisation du pays. D'ailleurs, il y a le descendant de Mohammad Reza Shah Pahlavi, puisque le Shah d'Iran s'était enfui en 1979, en pilotant son propre Boeing 707. Il a fait une errance dont je vous ai parlé, l'Égypte, le Panama et compagnie. Il est parti avec femme et enfants. La femme, Faradiba, je l'ai dit, elle partage sa vie entre New York et Paris. Il a eu des enfants. Et parmi les enfants, il y a son fils aîné qui est l'héritier du trône, que l'on voit ces jours-ci. Il est réfugié à New York, il vit à New York depuis des années. Et lui, alors, il est très proche de Netanyahou. Il a fait des vidéos. Enfin bon, il est très proche des intérêts israéliens, et notamment proche du Likoud et de Netanyahou, ce qui lui aliène en réalité 95% de la population iranienne. Les gens qui pensent qu'il va pouvoir rétablir la monarchie impériale en Iran rêvent éveillés. C'est certainement pas ça que voudraient les Iraniens. Même des Iraniens, il y a d'ailleurs eu des articles intéressants, des points de vue qui ont été publiés dans Le Monde ou dans Le Figaro récemment. Même des philosophes, des Iraniens de gauche, vivant à l'étranger, réfugiés à Paris, etc., qui détestent le régime de la République islamique, sont les premiers à dire que de toute façon, ils n'accepteraient pas un régime qui soit imposé par les États-Unis et que de toute façon, le peuple iranien va faire bloc pour protéger son pays. Voilà, c'est ça la réalité. C'est très important à comprendre. J'ai parlé des buts de guerre d'Israël qui sont changeants. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est ce qui se passe en Iran. C'est que on a eu tout un narratif qui a consisté à expliquer dès le début, dès le vendredi. Je rappelle que les premières frappes ont commencé le vendredi 13, et dès les premières frappes israéliennes sur l'Iran, on a eu tout un narratif qui s'est mis en œuvre pour expliquer que ça y était, Israël avait la totale maîtrise du ciel iranien, que les frappes avaient frappé, ça avait été terrible, voilà. Et donc on a expliqué, et c'est
C'est une espèce de propagande qui marche assez bien en Occident, parce que les peuples occidentaux, et en France en particulier, ont le souvenir que, finalement, à chaque fois, Israël serait toujours gagnant. Hein, donc c'est évidemment la guerre des 6 jours d'Israël, qui avait écrasé les pays arabes alentours, mais qui étaient beaucoup plus, qui étaient désorganisés, comme l'avait dit De Gaulle, et qui n'avaient pas un armement très, très inférieur, etc. Donc on a un peu dans la psyché collective en France l'idée qu'Israël va toujours gagner. Mais et donc on accepte très volontiers le discours qui consiste à dire c'est plié en 24 heures, c'est déjà terminé. C'est pas comme ça qu'il faut regarder. Parce qu'il faut regarder un peu plus près. Et moi, j'ai été parmi les premiers. Je n'ai pas été le premier, j'ai été parmi les premiers. J'ai fait un tweet qui en est avec 2 jours à plus de 2 millions de vues. C'est quand même tout à fait considérable. J'ai fait un tweet pour signaler ce qui s'était passé, que la presse française et occidentale a un peu passé sous la trappe dans un premier temps. Maintenant, ils sont obligés d'en parler. C'est qu'il y a eu des répliques venues de Téhéran, venues de l'Iran, avec des missiles hypersonique, faisant du Mach 13 à Mach 15, hein, c'est-à-dire du 15 000 km/h, ça fait plus de 5 km à la seconde, et qui ont été lancés sur Israël. Et alors je sais qu'il y a des missiles interbalistiques, les grands missiles pour l'apocalypse nucléaire, l'Armageddon, la fin de la planète, c'est lorsque les forces stratégiques de la Russie, de la Chine, des États-Unis, tout le monde se tirerait dessus, donc c'est la fin de la Terre, la fin de l'espèce humaine. Mais ça, c'est vrai que ce sont des missiles qui vont dans la stratosphère, qui peuvent faire du Mach 20. Mais là, on parle pas de ça. Là, on parle de missiles avec une portée de 1500 km, des missiles qui peuvent être d'ailleurs des missiles, ce qu'ils sont d'ailleurs pour l'instant, des missiles conventionnels qui ne portent pas de charge nucléaire, mais qui pourraient être emportés. Et ces missiles-là font comme je l'ai dit, du 5 km/s, avec une particularité très importante qu'il ne faut pas oublier, que n'ont pas les grands missiles, les ICBM, c'est la possibilité de changer en permanence de trajectoire. Une espèce de caractère à la fois furtif, comme un animal qui s'échappe, si vous voulez, avec une intelligence artificielle embarquée à bord de ces missiles. C'est-à-dire que non seulement ils sont hyper véloces, non seulement ils vont beaucoup plus vite que la vitesse du son, ils font du Mach 15, mais en plus de ça, ils peuvent changer de trajectoire à tout instant. Ce qui les rend quasi invulnérables, notamment par rapport au fameux dôme de fer dont s'est doté l'État d'Israël. Donc j'ai expliqué ceci sur un tweet qui a eu plus de 2 millions de vues. J'ai eu d'ailleurs quelques trolls, je le signale au passage, qui m'ont dit « ça y est, Asselineau jette le masque, Asselineau fait preuve d'hystérie antisémite ». Alors là, je voudrais attirer l'attention de toutes les personnes qui m'écoutent. Allez voir mon tweet, il n'y avait strictement rien d'hystérique. D'ailleurs, je ne suis pas un hystérique. Moi, je dis la réalité. Et si on a affaire à des trolls qui n'admettent pas que l'on puisse ne serait-ce que dire la réalité des faits sans se faire traiter parce que ce sont des faits qui sont contraires au narratif du gouvernement Netanyahou, que aussitôt on vous traite d'hystérie antisémite, ben ça veut dire que là, il n'y a plus de débat possible. C'est d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire dans une vidéo antérieure, c'est d'ailleurs un peu ce que déjà disait De Gaulle et Couve de Murville, qui disait, Couve de Murville, en disant si on n'est pas à 102% pour les Israéliens, ils vous considèrent comme un ennemi. Ben, ça va pas. Ça va pas, parce que, encore une fois, le fait de ne même pas regarder en face la réalité des faits, là aussi, c'est le plus sûr moyen d'aller au désastre. Hein, il faut toujours, au contraire, regarder très précisément les faits et puis ne pas prendre son adversaire pour un débile mental. En réalité, ce qui se passe, ce que découvrent, semble-t-il, les Israéliens, il semble qu'ils auraient sous-estimé la puissance iranienne, et les Américains aussi. Je rappelle que l'Iran, ça fait depuis 30 ans, je le disais, que Benjamin Netanyahou explique que l'Iran est en train de se doter d'une arme nucléaire dans la semaine ou dans les 15 jours ou les 3 mois. Bon. Depuis 30 ans, les Iraniens disent que ça n'est pas vrai. Depuis 30 ans, ils ont construit des abris très en profondeur. Depuis 30 ans, ils font visiter à l'AIEA et on se focalise là-dessus. Moi, ce que je vois, mais peut-être que j'ai tort, c'est que pendant que tout le monde s'est focalisé sur ce point-là, en réalité, au même moment, l'Iran développait des missiles hypersoniques. Je rappelle que ces missiles à Mach 15, avec changement de trajectoire instantanée,
Aucun pays de l'OTAN n'en dispose, pas même les États-Unis d'Amérique, qui en sont à faire leurs premiers tests. Pas même la France. Pas même la Turquie, dont je rappelle que c'est la deuxième armée la plus puissante de l'OTAN. Il ne faut jamais oublier. Et que Erdogan, d'ailleurs, apporte son soutien à l'Iran au passage. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie extrêmement intelligente et subtile des Iraniens de vouloir faire croire qu'ils allaient faire la bombe atomique alors qu'en fait ils n'en avaient pas forcément la volonté, mais qu'ils voulaient développer, ils ont quand même le droit, un système de production d'énergie électrique d'origine nucléaire? Est-ce que ça ne serait pas ça qui aurait été lancé pour au même moment développer des systèmes qui sont concrètement autrement plus dangereux? Parce que pour l'instant ils n'ont pas de bombe nucléaire, mais en revanche, ils utilisent maintenant des missiles hypersoniques sur Israël et qui déjouent le dôme de fer. C'est quand même la réalité. Alors, comment ont été faits ces missiles? Je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est les Iraniens eux-mêmes, quand vous avez plus de 85 millions de concitoyens, et puis que c'est un peuple traditionnellement ingénieux, avec des ingénieurs, des mathématiciens, etc., on peut estimer que ça a pu être une création nationale. Est-ce qu'ils ont eu un petit coup de pouce des Russes, un gros coup de pouce des Chinois? C'est possible. L'électronique embarquée qui guide ces missiles, ce qui fait de l'intelligence artificielle à la tête de ces missiles, a très bien pu être fournie par la Chine. Et j'ai fait un tweet d'ailleurs, c'était hier, pour expliquer qu'on a le Télégraphe, le journal britannique, qui a révélé au monde qu'au cours des journées du 14, du 15 et du 16, c'est-à-dire dès le lendemain de la première attaque israélienne, on a noté des rotations à 3 reprises de 747 gros porteurs cargo qui ont apporté du matériel mystérieux depuis la Chine jusqu'à Téhéran. Enfin, jusqu'en Iran. On ne sait pas où ils se sont posés puisqu'il n'y avait pas de suivi ensuite. C'était sur notamment les radars, enfin les satellites. Comme je l'ai dit d'ailleurs, pour que ce matériel, c'est à 98% de probabilité, c'est du matériel militaire, c'est peut-être des missiles eux-mêmes, c'est peut-être des parties de missiles. C'est énorme, hein. J'ai fait le calcul des missiles. Il pourrait y en avoir, des tout complets à 12 tonnes, il pourrait y en avoir 10 par appareil, ce qui ferait déjà 30. Mais si on met pas le carburant, on peut en avoir sans doute le double ou le triple. Et puis si on ne sait pas tout le missile qui est de fabrication iranienne, mais si c'est uniquement la partie de l'électronique embarquée, ça permet peut-être... Je n'ai pas d'informations particulières, mais ça permet peut-être de produire des milliers de missiles. Et ce que je note d'ailleurs, c'est que ces 3 vols qui sont venus de Shanghai, destination officielle d'après le plan de vol Luxembourg, mais qui se sont arrêtés en Iran, ont survolé non seulement le territoire de la République populaire de Chine, au-dessus du Xinjiang, en allant vers l'ouest, mais après ils ont survolé le territoire du Kazakhstan, puis de l'Ouzbékistan, puis du Turkménistan, avant de se poser en Iran. Ce qui signifie que les gouvernements de Astana, qui est la capitale du Kazakhstan, de Tachkent, qui est la capitale de l'Ouzbékistan, et d'Ashgabat, qui est la capitale du Turkménistan, les gouvernements ont donné leur accord à ça. Il faut rappeler que l'Iran fait partie des BRICS et fait partie aussi de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui est une coopération notamment militaire. Donc ça veut dire que contrairement au narratif qu'on nous a dit dans les premiers jours, l'Iran est complètement isolé, ça fait partie toujours de la propagande de guerre. Hein. Il y a toujours les points les points obligés, la propagande de guerre. Il faut présenter l'adversaire comme épouvantable, sanguinaire, il a déjà perdu, il est complètement isolé, etc. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on nous fait le truc. Mais le problème, c'est que là, c'est évident que tout est faux. L'Iran n'est pas isolé. L'Iran a reçu le soutien officiel de la Chine et le soutien officieux et militaire de la Chine avec ses avions. Il a reçu le soutien officiel de la Corée du Nord, puissance nucléaire. Il a reçu le soutien officiel de la Russie, puissance nucléaire. Il a reçu le soutien officiel du Pakistan, puissance nucléaire. Il a reçu le soutien de la Turquie, qui est la 2e puissance militaire de l'OTAN. Et dans le Sud global, la quasi-totalité des pays du Sud global soutiennent l'Iran. Il faut vraiment voir ça, hein. Il faut vraiment, là, je crois qu'il y a un vrai problème en Occident, qui est celui qui avait été symbolisé par les anciens Romains avec ce qu'ils appelaient hubris et némésis. Voilà. Il y avait 2 espèces de divinités, ça remonte à la Grèce antique, qui étaient hubris et némésis. Hubris, c'était la folie des grandeurs, le triomphe absolu.
Némésis, c'était la déesse de la vengeance. Et donc, dans la tragédie grecque, Hubris était toujours suivi quelque temps après par Némésis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça remonte à la Grèce ancienne. Ça veut dire que lorsque vous avez un triomphe absolu, méfiez-vous, parce que, comme disaient les Romains également, avec une autre formule très célèbre, que un certain nombre d'entre vous connaissent, ils disaient la roche tarpéienne est proche du Capitole. Parce que sous la Rome antique, là on n'est plus en Grèce, on est à Rome, on est au Forum romain, vous êtes peut-être déjà allé. Il y a le Capitole, c'était le lieu du pouvoir de l'Empire romain. Voilà. D'ailleurs, il y a la place du Capitole dessinée par Michel-Ange qui domine le Forum romain, si vous y êtes déjà allé. Et il y a non loin de là, à environ 200 mètres à pied, il y a ce qu'on appelle la roche tarpéienne, c'est-à-dire une roche à partir duquel on se jetait ceux qui avaient été battus, qui étaient au pouvoir et qui étaient obligés de se suicider parce qu'ils étaient renversés par une révolution, par un coup d'État, une manœuvre dans le palais, etc. Donc c'est resté célèbre. La roche tarpéienne est proche du Capitole. Ça veut dire méfiez-vous, et ça c'est toute la sagesse antique, méfiez-vous quand vous avez des réussites extraordinaires parce que vous risquez ensuite très vite de chuter. Or, c'est un peu l'histoire des hommes, elle est un peu comme ça. Elle est un peu comme ça. Louis XIV, au début de son règne, a eu des triomphes extraordinaires. À la fin, au moment de la guerre de succession d'Espagne, il s'en est fallu d'un cheveu que la France ne s'effondra. C'est pareil avec Napoléon Ier. Napoléon Ier a eu des succès sans égal. La France était devenue la première puissance mondiale, avait dominé l'ensemble de l'Europe. Ça s'est effondré comme un château de cartes très très rapidement après. L'exemple, évidemment, que tout le monde a à l'esprit, c'est aussi Adolf Hitler, qui a fait comme Napoléon. Il a envahi, il a conquis toute l'Europe, et en quelques années, tout ça s'est effondré. Et donc, il faut faire très attention au fait que, on peut dire d'ailleurs, de la même façon, on pourrait comparer ça avec Macron. Macron, qui était le Mozart de la finance extraordinaire, qui arrivait à être élu président de la République à 38 ou 39 ans, on n'avait jamais vu ça. Un triomphe sans égal. Maintenant, Macron, on est certain que dans les livres d'histoire, il restera comme une tache indélébile, un des plus mauvais, sinon le plus mauvais des chefs d'État français depuis des générations. Voilà. Donc j'insiste là-dessus parce que il faut que l'Occident fasse très attention à ne pas sous-estimer ses adversaires. Voilà. Et il devrait avoir des gens qui connaissent vraiment le sujet. J'ai vu d'ailleurs une interview récemment venue des États-Unis où il y avait Tucker Carlson, qui est donc ce journaliste très en vogue, qui était pro-Trump, et qui a interrogé le sénateur Ted Cruz, qui est un type assez connu aux États-Unis, et qui est un homme politique très influent, et il demandait à Ted Cruz, est-ce que vous connaissez l'Iran, et Ted Cruz ne savait même pas combien il y avait d'habitants en Iran. Et il connaissait rien. Et rien. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que nous avons des dirigeants dans le monde occidental qui sont des ignorants, en fait, et qui risquent, encore une fois, qui croient qu'ils vont toujours gagner en ne voyant pas que le monde change. Que le monde, à commencer par les États-Unis, qui sont une puissance qui est en déclin par rapport à la première puissance économique mondiale, pas seulement pour la production de produits ménagers, mais aussi maintenant une des principales armées du monde, c'est la Chine. Et c'est la première puissance en matière industrielle. La Russie, la Chine, l'Inde sont des immenses puissances, et le monde occidental qui est resté un peu dans ses fantasmes de domination planétaire, est en train de se rendre compte que ça n'est plus vrai. En attendant, les buts de guerre de l'Iran sont clairs. Eux, ils veulent rester souverains et ils n'accepteront pas qu'on leur dicte quoi que ce soit. Les buts de guerre de la Russie et de la Chine, je les ai évoqués rapidement, eux, ils veulent que ça s'arrête. La Chine, elle veut que ça s'arrête parce que l'Iran, 90% des exportations de pétrole iranien vont vers la Chine. Et la Chine achète, d'après Bloomberg, d'après l'agence américaine Bloomberg, 13% de son pétrole à l'Iran. Donc il y a un partenariat entre la Chine et l'Iran en matière énergétique qui est très, très fondamental. Absolument fondamental pour l'Iran puisque c'est son débouché à 90%, mais non négligeable pour la Chine qui achète 13 à 15% de son pétrole à l'Iran. Et c'est très très important.
Donc on comprend que la Chine soutienne mordicus ça, d'autant plus que la lecture géopolitique de l'affaire, c'est pas ce que nous raconte la propagande israélienne contre la force nucléaire ou bien le changement de régime. C'est pas vu comme ça à Pékin, à Moscou, à New Delhi et dans le monde, dans le Sud global. Vu par Moscou, Pékin, New Delhi et dans le Sud global, on voit ça comme une volonté, comme Israël étant une espèce de porte-avions occidental dans le monde, dans le Moyen-Orient, et une volonté de domination occidentale néocoloniale sur le Moyen-Orient, en attendant ensuite de faire tomber la Chine et la Russie. C'est vraiment important. Il y a encore une fois des gens qui sont mal intentionnés ou qui sont stupides ou qui ne m'écoutent pas, qui vont dire ça y est, Asselineau, il avait les valises de Trump, les valises de Poutine, les valises de Xi Jinping, maintenant il a les valises de Khamenei. Bon, non. Je suis un esprit libre, indépendant, je défends les intérêts de la France. Il faut essayer de comprendre dans un jeu géopolitique quels sont les points de vue des uns et des autres. Si vous méconnaissez les points de vue des uns et des autres, vous êtes parti aussi pour faire des choix dramatiques, des choix faux. Donc la Chine veut ça. La Russie elle-même, elle essaye de calmer le jeu. J'ai eu des soupçons que je n'ai d'ailleurs pas toujours écartés de ma tête, où je me demande s'il n'y aurait pas eu une espèce de troc au niveau planétaire, où Trump aurait dit à Poutine « Écoutez, laissez-moi le Moyen-Orient, moi je vous laisse l'Ukraine ». Bon, c'est dans le domaine du possible. En attendant, en ce moment, on ne parle plus beaucoup de l'Ukraine. Hein. D'un seul coup, rappelez-vous, c'était la priorité numéro 1, etc. On ne parle plus beaucoup de l'Ukraine. Bon, en ce moment, la Russie a pointé un peu le nez parce que la Russie a signé, faut pas l'oublier non plus, un partenariat stratégique avec l'Iran au début de cette année. Quand même, l'Iran est quand même en partenariat stratégique avec la première puissance militaire du monde, qui est la Russie, qui a plus d'ogives nucléaires que les États-Unis d'Amérique, qui a des missiles hypersoniques, qui a des missiles antimissiles SS-300, SS-400 qui sont plus performants que les États-Unis. Enfin, c'est ça l'Iran, hein, c'est qui est-ce qu'il y a derrière. Et puis avec la Chine. Hein, donc quand on nous dit l'Iran est isolé, enfin vraiment, ça va pas du tout, quoi. Il faut vraiment, c'est honteux la façon dont on désinforme les Français dans les grands médias mainstream. Donc la Russie, elle aimerait que ça s'arrête quand même. Parce que ce sont des gens sérieux. Ils savent malheureusement que il suffirait qu'il y ait quelqu'un qui pète un câble, comme on dit vulgairement, enfin qu'il y ait, et que ça pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Parce que si d'aventure Israël s'avisait d'envoyer une bombe nucléaire tactique sur l'Iran, c'est très facile à imaginer si l'Iran n'a pas de moyens de rétorsion, mais s'il en avait. Donc on est, comme l'a dit Mme Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, elle a parlé récemment, il y a 2 jours, qu'on était à quelques à quelques millimètres de la catastrophe nucléaire mondiale. Donc c'est vraiment du sérieux ce qui est en train de se passer. Alors j'ai parlé un petit peu de tous les intervenants, sauf d'un, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et s'agissant des États-Unis, là il y a un vrai mystère. C'est qu'est-ce que veulent les États-Unis ? C'est pas clair. Les observateurs notent que Trump a changé de discours et change constamment de discours. Trump avait dit depuis belle lurette, d'abord il s'est fait élire sur un projet pacifique. Il voulait terminer la guerre en Ukraine. Et sur l'affaire iranienne, Trump a toujours dit qu'il voulait calmer le jeu avec des négociations pour forcer les Iraniens à la négociation. Et puis, il s'est passé les attaques israéliennes du vendredi 13. Grande question. Est-ce que les Américains étaient au courant ? Déjà, on a eu des gros doutes sur l'affaire, la fameuse opération Spider's Web, vous savez, toile d'araignée, qui a été lancée par Zelensky contre, vous vous rappelez, un certain nombre d'avions stratégiques qui ont été détruits sur des aéroports militaires en Russie. C'était il y a quelques semaines. D'ailleurs, la Russie n'a toujours pas répliqué pour le moment. C'est intéressant à savoir. Cette opération a été faite notamment avec des drones kamikazes, des drones qui étaient installés depuis belle lurette. Il y a eu un soutien américain, mais il n'est pas sûr, il y a quand même des indiscrétions qui ont circulé, il n'est pas sûr que Trump était au courant.
quoique président des États-Unis d'Amérique, il n'est pas sûr qu'il était au courant. Il est tout à fait possible que Zelensky, avec une partie de l'État profond américain, celui-là même qui d'ailleurs l'a placé au pouvoir, c'est bien l'État profond américain, Madame Victoria Nuland, qui maintenant n'est plus à ses fonctions, mais c'est l'État profond américain qui avait poussé à la nomination au changement de régime avec le Maïdan. Et il faut bien comprendre que les États-Unis d'Amérique ne sont pas un pouvoir monolithique. C'est d'ailleurs une preuve d'anarchie grandissante aux États-Unis. C'est qu'il n'y a plus, c'est plus un pouvoir central. Ça ne l'a jamais été, parce que ça a toujours été un État de nature fédérale, mais avec des États fédérés. Mais je ne parle pas des États fédérés. Là, je parle de l'État fédéral, celui qui est à Washington, et qui de plus en plus devient polycentrique, avec des luttes de pouvoir interne entre ces différents intervenants. Et donc, il n'est pas sûr, je ne suis pas sûr du contraire, mais enfin, il n'est pas sûr du tout que Trump était au courant. Et Trump a eu d'ailleurs une conversation avec Poutine, et peut-être Trump a-t-il dit à Poutine qu'il n'était pas au courant et qu'il allait y mettre bon ordre. Peut-être que c'est ce qui a permis, peut-être c'est ce qui a, j'en sais rien, peut-être que c'est ce qui a incité Poutine à ne pas réagir de façon virulente, en se rendant compte que il fallait qu'il aide plutôt Trump à aller vers la paix. Parce que si Poutine avait réagi de façon très violente, ça aurait pu lui aliéner, évidemment, un certain nombre du parti de l'opinion publique occidentale qui est de plus en plus favorable à la fin des hostilités et qui est de moins en moins favorable au jusqu'au-boutisme de Zelensky. Alors la question se pose exactement de la même façon pour l'affaire de l'Iran. Il y avait quand même des négociations qui avaient lieu entre l'Iran et l'AIEA. Trump avait expliqué qu'il voulait aller vers ces négociations. Et puis d'un seul coup, le vendredi 13, il y a eu ces attaques. Alors, il y a des gens qui ont dit mais la Maison-Blanche avait été avertie, mais est-ce que c'est si certain ? La vraie question qui se pose, c'est de savoir là-dedans qu'est-ce que c'est Trump, qu'est-ce que connaissent ses équipes et qui décide. Et si vous observez bien la scène politique et les déclarations, on a quand même le sentiment qu'il y a des luttes de pouvoir sourdes et que Trump est ballotté, en fait, entre les unes et les autres et qu'il essaye de faire prévaloir sa position pacifique malgré l'État profond ou une partie de l'État profond qui essaie de lui nuire. Le vendredi 13, Israël intervient. Le lundi, Trump est au G7 à Kananaskis et puis d'un seul coup, il s'en va toute affaire cessante. Là, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a Macron qui pointe le museau devant la presse internationale pour expliquer qu'il est allé assurer la paix, ce qui a mis hors de lui Trump en disant que c'était des choses beaucoup plus importantes et que Macron ne comprenait rien. J'ai lancé l'hypothèse dans une vidéo précédente que, en fait, Macron avait peut-être mangé, en fait, la vérité, dit une partie de la vérité. C'est vraiment... Or, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Peut-être que dans ce G7... Trump avait expliqué qu'il essayait d'avoir la paix, mais qu'il avait peut-être des soucis. C'est de la dernière inconséquence, irresponsabilité de la part de Macron d'avoir balancé ça. Ce que je vois, moi, c'est que Trump s'est rendu de retour aux États-Unis. Il a fait d'ailleurs des déclarations très vindicatif, très belliciste. Il a dit que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Il a dit qu'il demandait une reddition sans condition à l'Iran, etc. Il a eu des propos très jusqu'au-boutistes, le temps qu'ils reviennent à Washington. Et d'ailleurs, on a vu que Netanyahou a dit qu'il s'est félicité, il a dit merci du soutien de Trump. Comme si ça n'allait pas de soi, d'ailleurs. C'est assez étrange. Et puis Trump arrive à la Maison-Blanche. Et puis on apprend donc qu'il devait y avoir hier, il y a des mouvements de troupes, on voit que le porte-avions Nimitz américain franchit le détroit de Singapour, se rapproche du golfe arabo-persique, on apprend que les Américains ont fait appareiller le porte-avions Gerald Ford, on apprend qu'il y aurait un troisième porte-avions qui pourrait intervenir, on apprend que 20 avions ravitailleurs arrivent sur une base saoudienne, donc les États-Unis semblent en effervescence. Trump lui-même dit qu'il faut que les gens évacuent Téhéran parce que ça va être terrible. Tout le monde pense que ça va être dans la nuit du 19 au 20 qu'il va y avoir quelque chose. Donc et puis rien. Et au contraire, on apprend ce matin ou hier soir
que Donald Trump a décidé de se donner 2 semaines supplémentaires de réflexion. Ah, c'est quand même assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et quel est le but de guerre des États-Unis d'Amérique? Il semble qu'il y ait des buts de guerre différents selon les acteurs, en fait. En fait, on peut penser qu'il y a une certaine anarchie. Moi, comment je vois les choses dans cette affaire, c'est que il y a eu, au cours de la semaine, je l'ai dit tout à l'heure, les ripostes iraniennes sur Israël, avec les missiles hypervéloces dont j'ai parlé. Or, ces missiles ont fait des dégâts. On nous explique qu'il y aurait 224 morts côté iranien, 24 morts côté israélien. C'est des statistiques officielles qui sont lancées. Côté iranien, c'est les Iraniens qui disent qu'ils ont eu 224 morts. Mais côté israélien, c'est les Israéliens. Quand vous voyez les dégâts d'un certain nombre d'immeubles qui ont été réduits à néant, on se demande si les comptes qui viennent d'Israël sont bien exacts. Il y a eu d'ailleurs un shadow ban, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'on a, dans la propagande que nous avons sur les ondes, on ne nous a pas montré beaucoup de dégâts en Israël. Maintenant, ça commence à arriver parce qu'il y en a de plus en plus. La situation en Israël n'est pas florissante. Les gens qui m'ont accusé parce que je disais tout simplement la vérité de faire preuve d'hystérie antisémite, je pense qu'ils doivent se mordre les doigts de constater la situation au moment où je parle. Il y a 22 000 touristes qui sont coincés en Israël, qui veulent s'enfuir. Vous avez les frontières, l'aéroport Ben Gourion a été fermé. Les frontières terrestres sont quasiment très difficiles à franchir. L'aéroport d'Eilat est soumis à de très fortes restrictions. Vous avez, semble-t-il, beaucoup d'Israéliens qui voudraient quitter le pays. Ça devient très difficile pour eux. C'est pas évident quand même la situation. Il y a des rumeurs comme quoi Israël aurait dégagé un certain nombre de ses chasseurs, les aurait installés à Chypre pour les faire échapper aux rayons d'action des missiles iraniens. J'ai vu le colonel McGregor, qui est un Américain, qui dit, alors il pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais il dit qu'il y aurait un tiers de Tel Aviv qui aurait été détruit. Je sais pas le sentiment que j'ai d'après les visions que j'ai, mais il y a quand même eu vraiment des dégâts, y compris un hôpital qui a été en partie ravagé, y compris un centre de recherche, des immeubles d'habitation, l'ancienne ambassade des États-Unis, etc. Il y a donc des dégâts, et ça c'est tout à fait nouveau. Puisqu'on a Israël et les Occidentaux ont développé l'idée dans l'esprit public que de toute façon Israël gagne toujours, écrase toujours tout le monde et voilà, il a fait preuve d'une totale immunité. Mais non. Non. Ce qui est en train de se passer là, je pense, c'est que c'est possible que ce soit là pour la première fois de son histoire, depuis sa création, l'État d'Israël est peut-être dans une situation difficile. D'ailleurs, j'ai vu que Netanyahou a dit qu'il appelait à l'aide, enfin pas à l'aide, mais il approuvait le concours de tous les pays qui voulaient bien le soutenir. Et dans cette condition, lorsque Trump arrive et dit qu'il se donne 2 semaines, c'est terrible en fait. C'est d'autant plus terrible qu'il y a eu des informations comme quoi les Iraniens seraient peut-être à court de missiles. Mais ça reste à démontrer, puisque justement ils sont fournis par la Russie, par la Chine, peut-être, j'en sais rien. Sinon la Corée du Nord. Mais du côté américain et du côté occidental, Israël se retrouve dans une situation qui est assez délicate, puisque les pays occidentaux se sont complètement dépourvus d'armement, puisqu'ils ont tout fourgué à l'Ukraine. Donc ils ont un vrai souci. Puis d'abord, il faut quand même qu'ils en gardent pour eux. Ils n'arrivent pas forcément à fournir. L'Israël a besoin de missiles Arrow pour contrer les missiles qui lui tombent dessus. À supposer qu'ils... Alors, si c'est des missiles conventionnels, ils y arrivaient avec le dôme de fer. Mais si ce sont des missiles hypersoniques, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'on peut en arrêter un ou deux, mais ils ne peuvent pas arrêter s'il y en a des dizaines qui arrivent. Et parce qu'ils arrivent à se faufiler. Mais ces missiles Arrow, qui valent d'ailleurs très très cher, je crois que c'est plusieurs millions de dollars, il semble que même aux États-Unis, ils soient à court. Donc, Trump, quand il dit, il demande 2 semaines, quel jeu il joue en fait? Moi, je me demande, pour tout dire, si Trump n'a pas quitté Kananaskis et le G7 en catastrophe, parce qu'il voyait qu'il était en train de se faire imposer une politique par une partie de l'État profond.
Et quand il avait vociféré contre Tulsi Gabbard, qui est la chef du service de renseignement, quand elle a dit que la CIA avait dit qu'il n'y avait pas de bombe nucléaire en Iran, Trump l'a dit, ça c'est ce qu'elle dit, mais je m'en fous. Alors soit il est fou, soit c'est pas vrai. Et si c'est pas vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il soutient mordicus la politique israélienne, soit il fait semblant dans un premier temps, le temps de reprendre en main des allées du pouvoir qui lui échappent en fait. En d'autres termes, et pour synthétiser cette analyse et terminer cette vidéo, je crois qu'il faut vraiment comprendre que la situation elle est grave aussi parce que on ne sait plus qui dirige les États-Unis d'Amérique. Alors il y a une version qui est que Trump c'est la version que actuellement c'est l'acronyme qui fait fureur aux États-Unis pour se moquer de Trump. On parle de TACO. Vous savez, les tacos, c'est ce qu'on mange au Mexique, mais TACO, c'est l'acronyme de Trump Always Chickens Out. Ça veut dire Trump se dégonfle toujours. Voilà. Alors parce qu'il y a des jusqu'au-boutistes qui sont en fait pro-Netanyahou, des jusqu'au-boutistes qui maintenant essayent de l'attaquer sur le thème que c'est un dégonflé, c'est une lavette. Les mêmes qui se félicitaient 48 heures avant de son énergie, d'un seul coup. Donc on a une espèce de journée des dupes permanente. La journée des dupes, c'est ce qui s'est passé en France. Je raconterai ça dans une autre fois, mais où le pouvoir, on sait plus où est le pouvoir, ça change constamment, quoi. Voilà. Et donc là, est-ce que Trump réellement est dans la roue de Netanyahou? Personnellement, je ne le pense pas. Personnellement, je pense que Trump sait très bien que c'est extrêmement dangereux. Il a eu encore des conversations téléphoniques avec Poutine. Il sait que c'est extrêmement dangereux. Il sait aussi que les États-Unis d'Amérique, maintenant, ne sont plus aussi la puissance dominante qu'avant. Parce que si vous avez les États-Unis d'Amérique face à la Russie, à la Chine, à l'Iran, au Pakistan et à la Corée du Nord, les États-Unis, c'est terminé. Et l'OTAN aussi. Donc, et alors on apprend aussi aujourd'hui même qu'il y a toute une partie de l'électorat trumpiste qui en a marre de toutes ces histoires du Moyen-Orient, qui en a assez que les États-Unis d'Amérique soient la vache à lait en fait de l'État d'Israël. Et donc il y a eu des personnalités comme Tucker Carlson, comme Candace Owens, qui étaient des leaders d'opinion qui ont soutenu Trump et qui là disent c'est plus possible qu'on continue comme ça sur cette affaire israélienne. Et il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui même où je parle, qui dit qu'il y aurait 64, je crois, ou 65% des Américains qui refusent que les États-Unis interviennent de quelque façon que ce soit en Iran. Je rappelle aussi qu'aux États-Unis, il y a quand même aussi un traumatisme qui est resté dans les têtes, c'est le traumatisme de la guerre du Vietnam. Donc le peuple américain ne veut pas envoyer, il en a assez lui-même de toutes ces interventions militaires qui par ailleurs coûtent les yeux de la tête. Alors voilà où l'on en est dans cette situation. C'est une situation de tous les dangers parce que Trump, il est lui-même, il a peut-être, vous savez ce mot russe qui fait fureur en ce moment, ce qu'on appelle compromat, c'est-à-dire qu'il a peut-être, certains pensent qu'il y aurait des dossiers sur lui, certains pensent qu'il ferait partie de la liste de Epstein, qu'il avait promis de publier, finalement qu'il n'a pas publié. Donc certains disent qu'en fait, Jeffrey Epstein avait partie liée avec le Mossad pour tenir les gens. C'est une hypothèse. Il y en a d'autres qui font valoir que Trump, il est aussi tenu par les marchés financiers, qui pour l'instant d'ailleurs n'ont pas bronché. C'est assez étonnant. Certains pensent qu'on est au bord de la guerre mondiale et en fait les marchés financiers globalement restent assez équanimes. On peut se poser la question, mais il est certain que on apprend ces jours-ci que la dette américaine elle a atteint, je crois, 36 000 millions de dollars. On apprend ces jours-ci que la dette américaine a atteint 36 000 ou 37 000 milliards de dollars. C'est trillions, comme on dit en américain. 36 000 milliards de dollars, et il y aurait 92 milliards de dollars qui serviraient à payer les intérêts, c'est-à-dire tout l'impôt sur le revenu que payent les Américains. Et donc, et les États-Unis d'Amérique ont un endettement public par rapport au PIB de 120%. C'est encore pire que la France.
Les États-Unis d'Amérique sont à 120% du PIB d'endettement public, nous on est à 113. Au passage, je rappelle que la République islamique d'Iran a un endettement public de 34% du PIB, je le signale. La Russie a un endettement public qui doit être de l'ordre de 18% du PIB, là, je le signale également. Quant à la Chine, c'est un coffre-fort qui détient des réserves en milliards de dollars, en centaines et centaines de milliards de dollars, et dont ils n'ont qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Ça veut dire que la fragilité occidentale, elle est aussi une fragilité financière. Et que si d'aventure il y avait des attaques contre l'Iran pourrait aussi bloquer le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20 à 30% du pétrole mondial. Et dans ce cas-là, alors ça serait une flambée générale des prix du pétrole, une flambée d'inflation, une flambée des taux d'intérêt, et un pays comme la France, d'un seul coup, est en faillite. Nous, on est au bord de la faillite, mais là, on risque vraiment carrément la faillite. Ça veut donc dire que c'est toutes ces contraintes qui convergent vers Washington et qui font qu'à mon avis, Trump est dans une très grande difficulté parce que il ne sait pas ce qu'il doit faire, je pense. Je pense que instinctivement, il veut faire la paix, mais il a sur lui des forces qui s'exercent et auxquelles il faut qu'il résiste, lui et son entourage, le plus immédiat. Voilà ce que je voulais dire. En conclusion, je dirais, je me permets de renvoyer toutes les personnes qui s'intéressent à nos analyses, à une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Que ferait la France ?» On a d'ailleurs en 2 jours dépassé les 350 000 vues, sans publicité nulle part, ce qui prouve à quel point le public français est avide d'avoir quand même le bon sens, la raison de se mettre dans les pas de ce que devrait être la politique française, une politique d'indépendance et de souveraineté nationale, et nous ne devrions jamais sortir de là. J'avoue d'ailleurs, au passage, je vais faire puisque j'essaie toujours d'être juste, que j'ai été assez sidéré par un communiqué de presse sortant de l'Élysée que je vous présente, qui, c'était hier, a dit en gros qu'il fallait faire prévaloir les négociations, qu'il fallait calmer Israël, qu'Israël avait fait ci, devait arrêter de faire ça, arrêter de bombarder. Moi, j'ai regardé, je me suis dit... Parce que Macron lui-même, quelques jours auparavant, avait dit qu'il était tout à fait du côté d'Israël et que on soutiendrait Israël. Maintenant, il n'est plus du tout question de soutenir Israël aveuglément. Il est question, au contraire, depuis l'Élysée, de calmer Israël et d'aller vers la paix. Alors ça, là, pour le coup, je donne acte à Macron d'avoir ce communiqué, à quelques détails près, ce communiqué, j'aurais pu le signer moi-même. Quand même une extraordinaire évolution. Et la seule chose qu'il demande, c'est des négociations exigeantes avec l'Iran. Bon, d'accord. Bien sûr, il faut être exigeant avec l'Iran. Il faut être exigeant avec l'Iran, c'est sûr. Il faut être exigeant aussi avec Israël. Bon. Et donc, moi, j'ai trouvé d'un seul coup une petite musique tout à fait nouvelle. Parce qu'à l'Élysée, on sait peut-être que la situation militaire est très différente de ce que l'on anticipait. Parce qu'à l'Élysée, on sait très bien que nous, on est complètement à poil du point de vue militaire, et on sait qu'on a affaire en face à des choses. Les Occidentaux sont en train de découvrir quelque chose qu'ils n'imaginaient pas. Je terminerai par un petit regret, c'est de voir sur la scène politique française la nullité consommée, si j'ose dire, des responsables politiques. Enfin, c'est affolant. C'est affolant. À part ce communiqué de l'Élysée, je ne sais pas qui l'a rédigé, mais qui est le contre-pied de ce que disait Macron, et qui, pour le coup, et peut-être que Macron a regardé ma vidéo, ce qu'il faudrait faire, j'en sais rien. Alors pour le coup, je trouve vraiment pas mal dans le contexte actuel. Et là, il essaye de calmer le jeu et d'appeler aux négociations. C'est ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis consterné de la nullité absolue. C'est même plus de la nullité. C'est de l'antigaullisme, de l'abandon de la souveraineté nationale et même de la dignité de la France. Que ce soit Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Mme Knaffo, Mme Maréchal, M. Retailleau, M. Bellamy, tout ce petit monde est là entonné. Il faut absolument soutenir le gouvernement de Netanyahou. Il faut absolument... C'est l'avenir de l'Occident qui en dépend, le régime des mollahs. Mais non, l'avenir de l'Occident dépend qu'on fasse la paix au plus vite. Parce que si d'aventure ça dégénère vers une guerre mondiale, l'Occident risque d'être rayé de la carte. Parce que c'est pas seulement l'Iran, je l'ai déjà dit, c'est la Russie et la Chine. Voilà. Et quant à l'Iran, on a complètement sous-estimé et son potentiel militaire et le soutien profond de la population, non pas tant au régime
que d'abord et avant tout à la souveraineté, à l'indépendance nationale. Si ces gens, si M. Retailleau, si M. Bellamy, si Mme Le Pen, M. Bardella, enfin Bardella, il ne comprend rien sur rien, lui, Bardella, il ne fait que suivre l'agenda de l'oligarchie. Si M. Zemmour, Mme Clafo, mais qui, eux, militent en faveur d'Israël depuis longtemps, on a l'impression qu'ils veulent souffler sur les braises d'un conflit, d'une guerre civile en France. D'ailleurs, je profite pour dire, je suis outré de la page d'ouverture, la couverture du magazine Valeurs Actuelles qui donne M. Zemmour en mettant « La guerre civile a déjà commencé », ça prétend être chef d'État. Quelqu'un qui dit en France « La guerre civile a déjà commencé », c'est honteux. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, c'est irresponsable au possible. Normalement, un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit essayer de tout faire pour maintenir la concorde entre les citoyens, de rassembler tout le monde, tous les Français, sur un projet de souveraineté, d'indépendance nationale, de concorde entre les citoyens. Et cette concorde, on voit bien qu'elle ne pourra venir qu'à la condition que la France soit elle-même et qu'elle ne soit ni outrageusement du côté d'Israël, ni outrageusement du côté iranien. La France, elle doit faire prévaloir la paix. C'est son devoir. C'est ça qu'elle doit faire. Par ailleurs, il y a aussi un dernier but de guerre, mais qui n'est pas vraiment officiel, mais plus non plus caché, qui est le fait qu'il y a dans le gouvernement de Netanyahou, il y a deux ministres, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité, et Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, qui sont des ministres extrême droite, qui sont des ministres absolument racistes, et qui, eux, ont pour objectif de bâtir Eretz Israël, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est-à-dire une espèce de gigantesque État juif qui engloberait non seulement, évidemment, les territoires occupés et Gaza, mais qui engloberait tout le Sinaï, toute la rive orientale de l'Égypte, à l'est du Nil, qui engloberait le nord de l'Arabie saoudite, qui engloberait la Jordanie, le sud de la Syrie et une partie de l'Irak jusqu'à l'Euphrate. Et ça, c'est le projet pour lequel militent des ministres de l'actuel gouvernement israélien, quand même. Alors ça, évidemment, on imagine... on n'en parle jamais beaucoup en France. Parce que là, on est quand même très très loin des menaces contre l'État d'Israël. Hein. On est au contraire dans une vision complètement hégémonique de l'État d'Israël dans la région. On peut comprendre que, vu du reste du monde arabo-musulman, ça ne passe pas. Je le dis d'ailleurs d'autant plus que nous devons nous tenir à l'écart de ça, que vous avez vu ce qui est en train de se passer, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le ministre des Finances israélien, M. Bezalel Smotrich, ministre d'extrême droite, dont j'ai rappelé tout à l'heure que ses objectifs finaux étaient en réalité de créer un gigantesque État israélien dans tout le Moyen-Orient qui dominerait tous les autres et qui s'approprierait la Jordanie, le sud de la Syrie, l'Irak, enfin bon bref. Mais M. Bezalel Smotrich a fait une déclaration sur Channel 14, et c'était hier en Israël, où il a expliqué que ça coûtait très cher, et puis il a expliqué qu'il allait falloir que les pays occidentaux payent. Et il a nommément cité non seulement les États-Unis, mais il a nommément cité l'Allemagne et la France. C'est-à-dire qu'en fait, on risque de nous faire ressortir la même chose que Zelensky en Ukraine. C'est-à-dire que non seulement on doit payer des milliards à l'Ukraine, mais maintenant on va nous demander de payer des milliards à Israël pour qu'il maintienne sa politique contre l'Iran qui ne nous concerne pas. Alors là, je m'adresse vraiment aux Français qui me regardent, et notamment à ceux qui croient qu'on a des opposants, la personne de Mme Le Pen, de M. Bardella, de M. Zemmour, de Mme Knafo, de Mme Maréchal, de M. Bellamy, de M. Retailleau, etc. Tous ces gens qui ont entonné le narratif, il faut absolument mettre à bas l'épouvantable dictature des mollahs, etc. Il faut absolument empêcher l'Iran d'avoir une bombe nucléaire qu'il ne possède pas. Tous ceux qui ont repris ce narratif, sans aucune, sans aucun recul, sans aucune analyse comme celle que je viens de faire devant vous, ce ne sont pas des chefs d'État, même pas des chefs de gouvernement. Ce sont des gens qui sont les domestiques de forces extérieures, et ce sont des gens qui nous entraînent dans une position où on va devoir encore ponctionner les Français de milliards d'euros au détriment des intérêts de la France.
Réfléchissez-y encore une fois. C'est la conclusion aussi de cette affaire, c'est une conclusion franco-française. Qui, en France, a la vision juste de ce conflit et qui, en France, propose une solution conforme aux intérêts nationaux? Ce ne sont pas les faux opposants. Et c'est d'ailleurs, je terminerai sur un autre point. J'ai vu cette déclaration inimaginable du chancelier d'Allemagne, M. Merz, qui a dit, en parlant d'Israël, « Ils font le sale boulot à notre place ». Le sale boulot? C'est une parole de mafieux, hein. Et le sale boulot, je suis désolé, c'est quoi ça, faire le sale boulot? Ça veut dire, on va liquider comme ça des peuples entiers pour... C'est ça que ça veut dire, le sale boulot? L'Occident est en train de courir vraiment de filer un très 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 mauvais coton parce que faire le sale boulot, je suis désolé, c'est exactement le genre de propos qu'on aurait pu entendre dans les années 40 en parlant des Allemands, en voyant les Juifs ou les communistes ou les homosexuels ou les Roms ou les handicapés dans les camps de la mort, ils font le sale boulot à notre place. C'est exactement le même type de pensée. C'est absolument inimaginable et abject. Il faut vraiment faire très attention. On est peut-être au début de l'effondrement de l'ensemble de la civilisation occidentale. Et cette politique de souveraineté et d'indépendance nationale et sur les sujets du Moyen-Orient avait été présentée, analysée, décryptée avec une lucidité extraordinaire par le général de Gaulle, le fondateur de la Ve République, qui avait été interrogé dans sa conférence de presse de novembre 1967 sur les enseignements qu'il tirait de la guerre des 6 jours. Alors je vais republier ici ce qui circule sur Internet, que certains d'entre vous ont déjà vu. C'est ce passage extraordinaire de cette conférence de presse. Un passage qui a été très controversé parce que dedans, c'est là où le général de Gaulle a utilisé une formule qui est peut-être assez maladroite, où il parle du peuple juif, d'un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Il est vrai que parler de ça en 1967, c'est-à-dire 22 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même un peu assez audacieux, c'était un peu maladroit, voilà. Et ça a été perçu comme assez antisémite, sauf que De Gaulle, on ne peut pas taxer De Gaulle d'antisémitisme, le fondateur de la France libre. Donc à part ce passage qui est controversé, mais ça vaut le coup de réécouter tout, parce que ce passage a un peu cannibalisé tout le reste. Hein, c'est comme, c'est pas ça qui est le plus intéressant en fait dans l'analyse que De Gaulle a faite de 1967. Hein, c'est comme ces vidéos qui circulent où on a Madame Victoria Nuland qui explique que il va falloir changer le gouvernement à Kiev, et la seule chose qu'on a fait retenir, c'est que Madame Victoria Nuland avait dit "fuck the EU", c'est-à-dire que l'Union européenne aille se faire foutre. Mais c'était pas ça le plus important. Ce qui était important, c'est pas que les États-Unis disent que l'Union européenne aille se faire foutre, on le sait très bien. Ce qui était important, c'est qu'on avait la preuve matérielle que les États-Unis d'Amérique, du moins Madame Victoria Nuland, les néoconservateurs et l'État profond américain, en fait, fixaient quel devait être le nouveau gouvernement de Kiev. C'était ça qui était important. De la même façon, et je voudrais conclure cette vidéo par ce passage où Charles de Gaulle explique sa politique et la politique de la France vis-à-vis du Moyen-Orient. Ce qui est important, ça n'est pas cette fameuse phrase sur le peuple juif, sûr de lui et dominateur, c'est tout le reste où il explique, il fait un historique, il explique quelle est la position de la France, il explique que la France soutiendrait Israël si Israël était attaqué, mais que la France considérait que celui qui attaque sera celui qui aura tort. Il considère également que le fait que Israël se sente au-dessus des lois internationales finira par développer sur son territoire du terrorisme et finira de toute façon par s'opposer en fait à l'ensemble de ses voisins. Alors il parle des Arabes parce qu'il s'agissait de la guerre de 67, mais regardez, vous allez regarder ça et vous allez voir à quel point cette pensée qui date de 1967, c'est-à-dire quand même il y a 58 ans, eh bien elle s'applique de façon assez incroyable à la situation actuelle. Alors c'est pour ça que je me permets de dire à toutes les personnes qui sont sensibles à l'héritage gaullien,
à la grandeur de la France gaullienne, tous ceux qui croient voter pour un parti gaulliste quand ils votent pour Bellamy ou pour Retailleau, ou tous ceux qui pensent que le Rassemblement national s'inscrit dans cette veine, regardez ce que disait De Gaulle et appliquez ça à la politique d'aujourd'hui, eh bien vous aurez quoi ? Vous aurez la politique d'Asselineau, celle que je présente, que j'ai présentée sur ce que nous devons faire sur le conflit avec l'Iran. Merci de m'avoir écouté. Écoutez cette vidéo et puis vive la République et vive la France. But now you're